Je me fais un plaisir de pouvoir vous présenter le monde de la géobiologie. J'ai voulu me définir en tant qu'architecte d'un côté et géobiologue en même temps. Nous sommes peu nombreux à le déclarer de façon officielle en France, mais il faut avoir le courage de ce que l'on fait et de ce que l'on aime faire. Donc en 2007, j'ai fondé mon agence d'architecture. J'ai quitté le chemin neuf pour ensuite m'installer en libéral. Je suis toujours en profession libérale pour pratiquer mes deux métiers, à la fois l'architecture. Je fais beaucoup de particuliers, je travaille pour des particuliers, je fais beaucoup de rénovation de bâtis anciens, en pierre, en pisé, ou autre, les blocs solaires, mais essentiellement, c'est une spécialité. Et puis, mon cheval de bataille en tant qu'architecte, mais en même temps étant sensible par le biais de la géobiologie, c'était d'utiliser des matériaux écologiques, dans la mesure du possible, bien sûr, le plus souvent possible. Dans le respect du bâti ancien aussi, et c'était d'être à l'écoute du bâti, tout en étant à l'écoute de mes clients. Voilà deux exemples de projets. Donc, quand on est architecte, c'est là où on va parler un petit peu du visible et d'invisible. Au départ, il n'y a rien. Et le rôle d'un architecte, eh c'est de manipuler le vide. Au début, il n'y a rien. Mais on va créer des espaces en créant des enveloppes. Donc, que ce soit des lieux publics, que ce soit une maison, que ce soit une cabane, on fait la méditation, peu importe. On crée une enveloppe autour d'un espace vide, donc qui est normalement lisible. Donc on va lui donner une forme, on va lui donner une fonction, on va lui donner une structure, on va lui définir des matériaux. Et si on arrive à faire une bonne symbiose, on va dire ça comme ça, à la fois du lieu, de l'intention de ceux qui vont occuper le lieu, cette fameuse alliance. Ce mot alliance, on l'utilise beaucoup en thérapie entre le patient et le thérapeute. Mais moi, je l'ai défini aussi pour la géobiologie, cette alliance entre le lieu, les habitants, le futur habitant, et celui qui intervient, c'est-à-dire le géobiologue ou l'architecte, le géobiologue, dans ce cas-là. Donc la définition d'un programme, la définition d'un espace, au début, c'est part de rien. Et on va constituer, on va définir des surfaces, des volumes. Et le rôle de l'architecte, c'est de mettre en équilibre, en harmonie, dans la mesure du possible, de tendre vers quelque chose qui soit la bonne réponse pour les clients. Donc là, vous avez deux exemples de bâtiments, un bâtiment public, enfin deux bâtiments publics, le premier tout en haut à gauche, c'est un pôle petite enfance. J'ai conçu les dernières années que j'étais au chemin neuf. Et là, j'ai commencé à intégrer quelques notions de géobiologie, mais c'est vraiment les tout débuts. Et puis l'autre projet, c'est l'extension d'un lycée à Bourgoin-Jallieu. Là, on a un gros chantier de réhabilitation et d'extension. D'autres exemples, là c'est plus maintenant dans le cadre de mon activité tel que je l'ai défini à un moment donné. Donc vous avez une maison, une ancienne ferme qui a été restaurée. En haut, son état initial et en bas. Donc on a restauré cette bâtisse qui est en pisé. On a refait toute la charpente en bois. J'ai eu un maçon spécialisé dans le pisé, qui a pu faire une restauration, qui respectait le bâtiment et qui évitait de mettre trop de béton. Voilà, parce que le pisé n'aime pas trop les mélanges. Il faut respecter sa nature, sa manière de vivre et de respirer aussi. On appelle ça la perspirance, à la fois par rapport à la respiration du lieu, c'est-à-dire la transmission, la migration des vapeurs d'eau. Donc ça, on en parle un peu plus tard. Vous avez à droite un autre projet complètement différent, qui est très contemporain, qui est un bâtiment à construire. Il n'est pas encore, le permis a été obtenu, mais il n'est pas encore construit. Et puis en bas, en bas à gauche, vous avez, c'est une maison tout à fait ordinaire, mais on a fait une extension en hauteur et une extension horizontale, en ossature bois. Donc cette maison est tout à fait simple, ordinaire, mais personne n'a fait d'espace.
pour aller à la fois plus vite et créer des espaces intéressants et chaleureux dans les monts du Lyonnais, donc on a conçu avec le Saturbois. Et tout à droite, de ce côté-là, ça c'est un des derniers projets que j'ai fait pendant le confinement. L'élaboration du permis de construire, donc c'est une grosse maison familiale, une partie activité pour des activités, salle de restaurant, et l'autre partie du bâtiment, le deuxième bâtiment qui est à l'arrière ici, c'est plus pour l'hébergement. Aujourd'hui, c'est celui-là, cette partie-là du bâtiment est construite. Voilà, tous ces projets ont fait l'objet d'une étude de terrain géobiologique avant construction pour vérifier ce qui se passait, si on trouvait des cours d'eau, des faits. Donc on va parler un peu de tout ça par la suite. Ça permet on peut, quand on élabore cette recherche au tout début, de mettre en place des solutions physiques dès le départ. Si ce n'est pas fait ou pas possible au début, c'est pas grave, on peut toujours traiter après coup. Donc ça, c'était le plan architecture. La partie, on va dire, plus subtile, le côté énergétique, par la pratique du Tai Chi Chuan. Donc j'ai passé en 2000 pour pouvoir enseigner, j'ai passé mon diplôme d'éducateur, le brevet d'éducateur sportif. Donc c'est 4 mois de formation au cours du soir et après un examen. Pour pouvoir faire cet enseignement, j'ai enseigné ce que mon maître en la matière avait appelé le levier des arts martiaux. Donc on a beaucoup dans cette pratique, beaucoup expérimenté. C'est pas pour la pratique martiale en elle-même, mais c'est la mise en jeu de l'énergie à travers cette pratique et de dire comment on est dans cette pratique face à l'autre, comment on est soi-même et comment est l'autre. Et de trouver, de sentir l'énergie se déployer, ou au contraire les vides, les pleins. Et tout ça c'est dans le subtil, mais quand on le pratique réellement, à un certain niveau, on peut découvrir des choses assez extraordinaires. Donc ça a développé beaucoup mes perceptions, j'en avais déjà un peu, mais des perceptions un peu subtiles, du monde subtil, on va dire, de l'énergétique, ce qu'on appelle l'énergie. Alors en chinois, on appelle ça le chi, et le chi, il est partout, il nous entoure de partout, il y a de l'énergie, le chi, il est partout, en nous et autour de nous. Voilà, donc j'ai enseigné cette pratique aussi pendant de 2000 à 2008. Parce qu'en 2007, j'ai commencé à m'installer, donc j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas tout faire. Et puis c'était une expérience, c'était un passage d'enseignement, ce qui m'a permis de rebondir après, puisque la phase suivante, c'était la rencontre de la géologie par le biais d'un confrère, déjà âgé à l'époque, M. Georges Chopra, lyonnais, architecte géologue lyonnais, qui a écrit une dizaine de livres sur la géobiologie. Notamment tous les lieux sacrés, il a beaucoup étudié les lieux sacrés, mais pour nous, les lieux sacrés, c'est très important, c'est par eux qu'on arrive à retrouver un petit peu tout le cheminement de la géobiologie, puisque tous les lieux sacrés, en tout cas, lui, à travers ses livres, plus d'autres géobiologues, chercheurs, on peut prouver que partout sur la planète, tous les lieux sacrés ont été faits avec les mêmes ingrédients, les mêmes bases. Voilà, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, c'est un autre sujet, c'est à part. On va continuer sur celui-là. Donc, j'ai suivi cette formation avec Georges Lebras, qui, du coup, quand j'ai lu son livre Architecture invisible, qui est en photo ici sur la vue. Donc, il est réédité maintenant depuis cette année, donc vous pouvez le trouver à nouveau. D'avoir lu ce livre, ça a répondu à ma question, à ce que je cherchais depuis bien longtemps, par rapport au côté subtil des lieux, et qu'il n'y avait pas que le côté matériel, l'enveloppe du bâtiment qui comptait, mais qu'il y avait d'autres choses à explorer. Donc j'ai suivi sa formation, et ensuite j'ai commencé à pratiquer en 2006, à partir de 2006, à pratiquer de manière professionnelle, à commencer à analyser et à traiter des lieux. Et puis j'ai repris le flambeau de l'enseignement quand Georges Prat a quitté Lyon pour habiter la Dordogne. En 2010, j'ai repris le flambeau de l'enseignement. J'enseigne maintenant dans les monts du Lyonnais, et puis j'ai enseigné à Vienne, j'ai enseigné à différents endroits autour de Lyon. J'enseigne aussi à l'abbaye de Sylvanès dans le sud de l'Aveyron. Et depuis cette année, je donne aussi des cours, une semaine
cours, quelques jours de cours, dans une abbaye en Suisse, l'abbaye Saint-Maurice. Ça permet aux personnes de découvrir ces disciplines à travers les lieux sacrés. Et puis en 2008, j'ai fait aussi une rencontre avec Giorgio Turm-Bassasina, qui est un architecte autrichien. Alors architecte-ingénieur, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est architecte et ingénieur. Il était aussi géobiologue et qui a introduit dans ses projets, parce que la rencontre était importante pour moi, parce qu'il a introduit dans sa manière de concevoir certains projets, à la fois bien sûr la géobiologie, mais la géométrie sacrée, qui fait partie d'un pan de plus, hein, c'est un champ d'exploration dans la géobiologie. Tout le monde ne s'y intéresse pas, mais c'est quelque chose de très important, puisque dans les lieux sacrés, il y a de la géométrie sacrée. Et donc, quand on associe, on réunit tous ces ingrédients, on peut générer des espaces, je veux dire, plus forts en énergie. Donc, s'ils sont plus forts en énergie, alors pour les lieux sacrés, forcément, il y a une nécessité, il y a une demande particulière, mais pour des lieux plus ordinaires, on peut les rendre les lieux pour qu'on y soit en bonne santé. L'objectif, il est quand même là. C'est de créer et générer des lieux qui soient en harmonie, à la fois entre le lieu, ceux qui l'occupent, et celui qui a mis en place tout ça. C'est très important. Voilà, donc son parcours à lui m'a intéressé pour ça. Je l'ai rencontré pour échanger sur sa manière de voir les choses, comment il l'a introduit dans sa pratique en tant qu'architecte. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, l'alliance de l'architecture, enfin de l'invisible et de l'invisible. On va commencer par une définition de la géobiologie. Donc c'est une méthode pour mesurer, repérer et mesurer la qualité énergétique d'un lieu. On peut parler aussi de qualité vibratoire, puisque nous mesurons des vibrations, et nous mesurons un ensemble de vibrations de différents niveaux. Donc quand on dit niveau, c'est-à-dire des choses qui vont être relativement basses, des choses qui vont être moyennes et des choses qui vont être très hautes. Quand on est dans le lieu sacré, on est dans des énergies très hautes. Quand on est dans une maison, on va être sur des énergies plutôt moyennes, basses et moyennes. On ne peut pas vivre dans un lieu trop fort en énergie, sinon on ne va plus. C'est embêtant, il faut quand même récupérer. Mais pour être en bonne santé, il faut trouver un état d'équilibre. Alors, on l'a défini aussi comme l'étude de l'influence des ondes vibratoires telluriques, c'est-à-dire qui viennent du sol, du tellurisme, cosmique, puisqu'on a aussi des ondes qui nous viennent du cosmos, et nous gagnons en permanence dans cette ambiance électromagnétique, à la fois tellurique et cosmique. Plus, nous, ce que nous mettons aussi, notre dimension à nous, qui va être plus sur le plan mental. Et dans ce cas-là, on crée trois grands plans, le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Bon, en dessous, vous avez une définition de la Confédération nationale de géobiologie, dont je fais partie. On essaye de redéfinir, de retrouver un vocabulaire un peu différent pour que ce soit plus ouvert à tous. C'est un travail pas évident, mais c'est en cours. Alors ici, vous avez trois écrits très anciens qui vous montrent à quel point la géobiologie est une discipline, même si elle ne s'appelait pas géobiologie à l'époque, parce que c'est très récent. Le mot géobiologie a été inventé fin du XIXe siècle et a été introduit au dictionnaire Larousse en 1907. Donc ce mot est très moderne, mais il permet de définir une discipline qui traite de l'environnement, des énergies d'un lieu, des lieux. Mais nous ne sommes pas les premiers à nous intéresser à cela, et ça remonte à la nuit des temps. En fait, l'être humain, depuis qu'il vit sur Terre, a toujours recherché des qualités de lieu et a fait parfois des actions particulières, et notamment les plus anciennes actions, c'est de planter des menhirs. Et les menhirs, ce sont, je dirais, c'est la première construction qui ont été posées pour modifier localement l'énergie. Donc, sur de gros écrits d'agriculture.
Alors ces anciens ont écrit: celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol concurremment avec la constitution des êtres vivants. Donc on s'attachait à la qualité du lieu, puisqu'il savait qu'il avait une influence sur notre état de santé. Et là je parle de l'état de santé des humains, mais ça va être aussi des plantes et des animaux. C'est tout notre environnement qui est concerné. Ce n'est pas seulement nous, c'est tout ce qui nous entoure. Ensuite, vous avez Plutarque. Alors ça, c'était Hippocrate. Ensuite, vous avez Plutarque, un petit peu plus tard, qui a dit: les hommes sont sous l'influence de courants de force variables issus de la Terre. Certains d'entre eux rendent fous ou bien provoquent la maladie ou la mort, on va plus loin, et d'autres ont d'excellents effets qui apaisent et réconfortent. Donc, dans la nature, il y a des choses qui sont négatives par nature, il y a des choses qui sont positives par nature. Il faut juste savoir les découvrir, mais aussi les respecter. On ne doit pas, quand on intervient dans le monde de la chirurgie, et quand on n'intervient pas, surtout, il y a des choses que l'on va impérativement respecter. Nous ne sommes pas des apprentis sorciers. Et donc, dans la nature, tout s'équilibre. Il y a, puisque je viens du taoïsme, quand même, la pensée taoïste, à travers la pratique, je dirais de la pratique Tai Chi Chuan, Qigong, il y a toujours un jeu d'équilibre entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc l'histoire de Yin et Yang, il est valable pour tout, partout, dans tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ensuite, je prends l'exemple aussi d'un médecin chinois. Un bon médecin se doit non seulement d'examiner le patient, mais également son environnement direct et indirect. Nombre de maladies, dont les plus difficiles à soigner, sont liées aux perturbations du terrain et de l'habitat. Oublier de considérer ces perturbations est une faute. Là, c'est en Chine, ça s'appelle une fois. Là-bas, c'est direct. Donc, vous voyez, donc c'est à travers l'histoire, toutes ces connaissances des lieux ont été quand même perçues. Il faut savoir que les premiers pèlerinages à travers l'Europe et dans le monde entier, les premiers pèlerinages étaient liés en fait à se rendre dans des lieux qui étaient forts en énergie, plus forts qu'à d'autres endroits, plus forts que là où on pouvait vivre, parce que l'on avait choisi de vivre à un endroit. Mais on pouvait aller se ressourcer dans les lieux, les premiers pèlerinages étaient liés à ça en fait. Donc ça pouvait être une source vérisseuse, mais ça pouvait être une montagne, ça pouvait être un arbre magnifique, ou un site très particulier. Et nous avons un bel exemple, nous en France, mais il y en a plein. Mais le premier, c'est Chartres. Donc Chartres faisait l'objet depuis très longtemps de pèlerinage. Et à Chartres, il y avait, avant qu'il y ait cathédrale, il y a eu un site sacré. Il reste encore dans les fondations de la cathédrale actuelle 5 menhirs. Voilà, là je vais vous développer un petit peu à partir d'exemples de projets, à partir d'un terrain, à partir d'une maison, pour déployer un petit peu ce que l'on va chercher. Donc, ce qui est important dans la conception d'un projet, surtout c'est quand on fait le choix du terrain, c'est d'observer un petit peu son environnement, vérifier ce qu'il y a autour, et ce qu'il faut éviter dans un premier temps. Ça, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire par vous-même. Et à partir de là, déjà, on a les premiers indicateurs, ce qu'il faut fuir, ce que l'on peut conserver, mais ce qu'il faut surtout fuir. Ensuite, le géobiologue, lui, il va étudier le terrain pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi après, dans la conception du projet, en fonction bien sûr de l'intérêt des personnes de concevoir un habitat sain, un habitat où on puisse bien vivre avec des matériaux de qualité, puisque la nature des matériaux a son importance, puisque tout ne vibre pas de la même manière. Donc si vous prenez du béton, ça ne va pas vibrer tout à fait de la même manière que si vous prenez des emplisés ou en pierre.
on ne construit pas trop pour l'instant en pisé, même s'il y a des techniques, de nouvelles techniques qui le permettent. Ça se refait, c'est un prix. Pour l'instant, c'est encore assez cher, mais on peut reconstruire en pisé. Après, il y a la pierre, mais bon, c'est pareil, c'est très coûteux. Et après, il y a tout ce qui est en ossature bois ou d'autres matériaux plus contemporains, j'en parlerai un peu plus tard, qui permettent d'obtenir des lieux de qualité en rentrant dans cet objectif aussi, puisque maintenant on a thermiquement des obligations, depuis longtemps, des obligations, donc on a la norme, les normes thermiques, maintenant on est en RE 2020, on a quitté la RT 2012, et on a la RE 2020, l'intérêt c'est qu'on a à choisir des matériaux. Là on n'est plus dans le simple calcul d'enveloppe, et de fuite d'air, mais là on va un peu plus loin que ça. Donc on va dans le bon sens. C'est la réglementation énergétique. Alors là vous avez un dessin qui synthétise un peu tout ce qu'on va chercher. Je vais vous déployer un peu tout ça. Donc c'est vraiment la maison, le lieu qu'il ne faut pas, quoi. Celui-là, je voulais tout représenter sur un lieu. Alors, les premières choses que vous pouvez observer, qui sont rédhibitoires, c'est la première chose, les lignes haute tension. Là, ça fait partie des pollutions électromagnétiques en basse fréquence. Et il faut se tenir à distance de ces équipements qui émettent des champs électromagnétiques. L'électrique, on arrive, c'est relativement bien géré par la maison puisqu'elle doit être mise à la terre, c'est une obligation. Mais tout ce qui est champ magnétique, on sait difficilement l'arrêter sans faire. Ou alors sinon, il faudrait faire une cage de Faraday. Une cage de Faraday, si on ne peut pas vivre dans une cage de Faraday. Alors, ça correspond à la puissance de la ligne à haute tension. Si vous avez une ligne à haute tension qui fait 400 000 volts, le plus courant, c'est donc la plus forte. La plus forte, c'est 400 000 volts. Après, c'est des 225 000 volts. Après, il y a des 60 000, des 125, des 60 000. Donc, quand vous avez la puissance qui est inscrite normalement dessus, sur les pylônes, quand c'est du 400 000, il faut se tenir à 400 mètres. C'est facile à retenir. C'est une 225 000. Il faut se tenir à 225 mètres. Et puis, il y aura des petites lignes de 20 000 volts, il faut se tenir à 20 mètres. Celle à 50 000 volts, se tenir à 50 mètres. Donc, c'est la première chose à observer. Et ne construisez jamais sous une ligne de tension. J'ai eu dans mon parcours à analyser, à faire des mesures d'une maison qui a été construite sous une ligne de tension. Donc là, c'est difficile. C'est dans les années 80, je crois, dans les années 80, c'était aussi. Bon, les personnes avaient appelé EDF pour savoir si c'était dangereux de construire dessous. On leur a répondu non. Et là, il y a une réglementation, justement, en termes de distance? Non. Bah non. Parce qu'il y a des lignes haute tension qui passent au-dessus de certains lotissements. Donc, ça, c'est commun. Non, il n'y a pas de règle. Ensuite, bon, je reste dans les ondes électromagnétiques, mais cette fois haute fréquence, là, c'est des pylônes. Je vous montrerai plus tard là où vous pouvez vous renseigner. Il existe l'Agence nationale des fréquences radio sur Internet. Vous pouvez consulter les cartes. Vous tapez votre adresse, ça trouve très très bien les adresses. Et vous pouvez consulter, voir les antennes qui se trouvent autour de chez vous. Et en cliquant dessus, vous pouvez même connaître les puissances. S'il y a de la 2, 3, 4, 5G, ça, vous avez les renseignements, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et je vous montrerai une diapo exprès pour ça. Mais ça, c'est déjà de visu, c'est d'observer. D'observer autour de l'endroit que vous souhaitez acheter. Le terrain ou la maison que vous souhaitez acheter, c'est de vérifier au moins ça. Ça, c'est déjà la première chose. Agence nationale, pardon. Agence nationale des fréquences radio, ANFR. Sachez que si vous avez des doutes sur des ondes qui se passent chez vous, vous pouvez leur demander de venir faire une mesure gratuitement.
J'ai un client qui l'a fait, puisqu'il avait une antenne à 4 mètres de sa façade, et il avait une partie de son logement qui était très très polluée. Et grâce à mes mesures et grâce à l'intervention de la MFR, ils ont pu enlever un boîtier qui n'était plus utilisé, mais qui rayonnait. Et du coup, ça a assaini tout un quartier. Voilà, donc c'est important. Moi, j'ai des appareils de mesure, donc je peux très vite, mais comme on n'est pas reconnu en tant que géologue, nos mesures n'ont pas de valeur, mais sachez que par le biais de l'Agence nationale des fréquences radio, on peut faire des mesures. Et là, c'est officiel. Alors ensuite, on va rentrer dans des choses un peu plus subtiles. Donc, vous voyez, là, on est dans le visible. Hein. On ne sent pas, on ne voit pas les effets négatifs. Donc là, on est dans l'invisible. Mais il y a des gens qui deviennent électrosensibles et se ressentent très très bien ces phénomènes et ne supportent pas la présence de ces équipements. Après, c'est par rapport à des antennes ou à des lignes à haute tension, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça peut générer chez les enfants, qui sont beaucoup plus sensibles que nous, des problèmes de santé majeurs, des leucémies. Et chez les adultes, bien, au fil du temps, vous pouvez développer, mais ça, pas forcément tout le monde, hein, mais à partir du moment où on peut avoir une sensibilité ou une faille quelque part, vous allez peut-être développer, dans les personnes qui peuvent développer un cancer, notamment des tumeurs du sein. Alors ensuite, le géobiologue, lui, il observe aussi ces choses-là, hein, mais lorsqu'on va étudier le terrain proprement dit, j'ai représenté un quadrillage, donc on parle beaucoup en géobiologie de réseau Hartmann, de réseau Curie, ce sont des réseaux d'énergie de la Terre qui parcourent toute la circonférence de la Terre, tout autour de la Terre. Il y a plusieurs types de grilles énergétiques. C'est représenté sous forme de grille. Là, vous en avez une, j'ai représenté symboliquement le réseau Hartmann. Le réseau Hartmann fait 2 mètres par 2 mètres 50. C'est la trame la plus petite. Et le réseau Curie, ça fait donc il y a une trame un peu plus distendue, fait 4 mètres par 4 mètres. Ces grilles énergétiques, on s'intéresse essentiellement à ces deux-là, puisque c'est les trames les plus serrées. Après, il faut savoir, grâce aux travaux de Georges Pry, il a découvert que lui, ces réseaux, par ses recherches, avec un chercheur autrichien, ils ont pu dire qu'en fait, ces grilles énergétiques correspondaient à des vibrations de métaux, et que tous les métaux qui constituent la planète, donc ça fait à peu près une soixantaine de métaux, qui sont dans les tableaux de Mendeleïev, tableau des éléments, eh bien, émettent chacun une grille. Donc, il y a autant de grilles qu'il y a de métaux qui constituent la planète. Donc, la grille, on va dire la plus petite, c'est le réseau Hartmann, ce qu'on appelle Hartmann. Donc, Hartmann, Curie, Perret sont les 3 premières grilles qui ont été définies par des chercheurs, des médecins. Hartmann est un médecin allemand, mais le premier, c'est un médecin français, le docteur Perret, qui lui a trouvé donc, ce réseau, parce qu'en tant que médecin, Hartmann et Curie ont fait la même chose. En tant que médecin, ils ne trouvaient pas de réponse par rapport à leurs patients. Pourquoi leurs patients avaient des problèmes de santé récurrents. Et ils ont découvert, en faisant des recherches, qu'il y avait des phénomènes telluriques. Et ces phénomènes telluriques, ils ont découvert, en fait, ces grilles énergétiques qu'ils ont découvertes, eh bien, étaient contrariées par des phénomènes tout à fait naturels, que sont les cours d'eau et les failles. Donc, si vous regardez un peu de littérature sur la géologie, vous entendrez parler beaucoup du réseau Hartmann. Alors, en Allemagne, il y a l'Institut Hartmann, qui est un lieu de formation pour les géologues allemands, suisses, belges, ceux qui sont de longue monde. Donc, c'est autour des années 1950, hein, ces 3 médecins, c'est à peu près dans la même période, ont redécouvert, on va dire, ces grilles énergétiques. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, c'est sauf qu'elles n'étaient pas définies comme telles. Voilà, donc ces découvreurs ont donné leur nom à ces grilles pour qu'on puisse les retrouver. Et en fait, ces phénomènes sont tout à fait naturels et ces grilles énergétiques nous apportent de l'énergie.
Il n'y a pas que ce phénomène-là, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres courants d'énergie tellurique qu'on appelle, en vieux français, on appelle ça la vouivre. Ce sont d'autres courants d'énergie, mais qui circulent de manière horizontale. Et on les appelle les vouivres, donc ça, il faut lire Henri Vincenot, écrit Le Pape des Escargots. Et en fait, ces vouivres, on les appelle ainsi, ça veut dire serpent. Et on les appelle ainsi parce que ça a un début, une fin, et ça circule comme un serpent, enfin, ça ondule comme un serpent. Voilà. Mais cela, on ne s'occupe pas de ces phénomènes-là. On s'occupe avant tout des phénomènes qui vont venir perturber les réseaux Hartmann-Curie qui sont censés nous apporter de l'énergie au quotidien. Donc, qu'est-ce qui peut venir les contrarier? Ça va être, ici j'ai représenté un courant d'eau souterrain. Donc on parle de courant d'eau souterrain profond. Plus ça va être profond, plus ils vont être négatifs. En fait, il y a une explication purement physique. Ces courants d'eau étant très profonds, vont recevoir de moins en moins d'énergie cosmique. Sachez que nous recevons plusieurs types d'énergie cosmique en permanence. Ça participe à notre équilibre. Ça, les médecins, en médecine chinoise ou en pratique, Tai Chi Chuan, Qigong, et notamment le Qigong, qui sont des exercices de santé. Mais en médecine chinoise, c'est très important cette notion de capter les énergies telluriques et de capter les énergies cosmiques. Nous les recevons en permanence, que l'on le veuille ou non, ça fonctionne comme ça. C'est du subtil, ça ne se voit pas, mais on peut le ressentir. Et quand on est pratiquant, on le ressent très bien. C'est moins un petit peu de concentration au début, il faut laisser faire, mais la machine humaine, elle sait très très bien faire. Et la machine humaine, j'emploie machine, c'est pas le bon terme, mais le corps humain est fantastique, et lui, il reçoit toutes les informations qui circulent autour de nous, que ce soit du bon ou du mauvais. Et il nous envoie des signaux. Et si on apprend à les ressentir, au moins à les interpréter, ces signaux, eh bien, on va pouvoir comprendre que nous sommes sensibles à certaines choses. Il existe des appareils maintenant qui le mesurent, mais ce sont des appareils qui sont en laboratoire. Donc nous, on ne peut pas utiliser d'appareils de mesure pour dire que c'est plus fiable que notre corps. Donc nous, les mesures, on les fait avec nos recherches, on peut les faire avec un pendule et une baguette, en radiesthésie, avec les outils de la radiesthésie, puisque le corps humain est un fabuleux instrument de perception. Donc les cours d'eau, ce qu'il faut retenir, plus ils vont être profonds, plus ils seront négatifs, ils vont générer des perturbations électriques. Alors sur le plan santé, ça peut générer des problèmes de sommeil, ça peut générer des douleurs, des rhumatismes, ça peut générer des maladies, enfin diverses et variées, en fonction de nos points de faiblesse à chacun. Voilà, c'est pas systématique, hein. Mais comme nous sommes devenus un peu moins terriens qu'avant, on est moins connectés à la Terre, on se met un peu moins à la Terre en soi, c'est-à-dire qu'on se détache, on se vide moins de tout ce qui est pollution électrostatique, eh bien on est devenu beaucoup plus sensible. Ensuite, la deuxième source de perturbation, ça va être les failles géologiques. Donc les failles géologiques, vous montrerez une carte de géologie, c'est pareil, vous pouvez aller sur les cartes du PRGM, vous aurez la diapo après, que tout le monde peut consulter. Il y a une carte spécifique, enfin des cartes, ça se repère plus par le nom de la ville et pas par une adresse précise, donc il faut bien repérer où vous situez. Et vous pouvez consulter ces cartes pour vérifier quelle est la nature du sol et s'il y a des failles, parce que les grosses failles, je vous prends un exemple, les grosses failles sont répertoriées et indiquées. Voilà. Donc après, quand il y a des sources, quand il y a des grosses failles, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des micro-failles. Donc trouver une maison qui soit pile sur une grosse faille indiquée par les géologues, c'est pas fréquent, mais malgré tout, ça peut arriver. Voilà. J'ai eu 2-3 cas comme ça. Alors les failles, ce sont, pour vous donner un exemple, ce sont vraiment des fissures dans la croûte terrestre. Ça peut être, les failles sont issues soit de cassures de couches géologiques, ça peut être des confrontations de matériaux différents, ça peut être des éboulements, ça peut être des éboulements dus à des cavités creuses, le fait que ça bouge, la Terre bouge en permanence, il y a des micro-séismes,
Quand on est sensible, on peut les ressentir. Ça m'arrive parfois, en m'allongeant, de sentir vraiment des micro tremblements de terre, en fait. Hein. Voilà. Alors, quand il y a des gros tremblements de terre, ça bouge tout, ça fait tout bouger. Il peut y avoir des fissures qui vont arriver et d'autres qui vont disparaître. Donc, les cours d'eau peuvent être là, mais ils peuvent aussi disparaître, ça sécher. Alors, sachez aussi que par rapport à l'eau, tout ce circuit hydraulique souterrain, il y a plus d'eau dessous la terre qu'il n'y en a dessus. Et il y a un complexe géologique, hydrologique, c'est assez complexe. Et on peut trouver des cours d'eau à des profondeurs très, très lointaines, mais nous on trouve autour entre 0 et 100 mètres. Hein. On peut trouver plus loin, mais ça demande déjà beaucoup de pratique. Voilà, donc les failles géologiques, ce sont des fissures, et à travers les failles géologiques, suivant les natures de sol, si on a affaire à des terrains volcaniques, ou à du granit par exemple, on va avoir des sorties, des évaporations de radon. Le radon, c'est un gaz tout à fait naturel, il est radioactif, mais il est inodore, incolore. Et c'est naturel, c'est réparti maintenant dans des cartes générales françaises qui indiquent les zones à risque, notamment les zones volcaniques, les zones de présence de forte concentration de granit et de sol granitique, enfin de sol volcanique. Donc ce gaz naturel peut émerger par le biais de ces failles, mais aussi par les matériaux, la nature du sol. Donc les sols granitiques, les sols volcaniques, il y a plus de risques d'avoir des problèmes de radon dans nos maisons que sur un sol alluvionnaire qui normalement n'avait pas de radioactivité ni de radon. Donc la radioactivité aussi, bon, ça marche ensemble, la radioactivité par le granit, les sols volcaniques. Parce que là, ça se mesure. J'ai des appareils de mesure pour. Déjà, je repère, je regarde les cartes géologiques, ça me donne la nature du sol et ça me dit s'il y a un risque ou pas. Donc ça va être très important, si on a des sols granitiques, par exemple, de soigner la ventilation de la maison, c'est très important. Donc ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est souterrain, c'est essentiellement les failles, les cours d'eau, mais vous pouvez aussi avoir des cavités creuses sur les sols miniers aussi, hein, comme la Saint-Étienne, il y a beaucoup de galeries, de cavités. Vous pouvez avoir des problèmes à cause de ça, parce qu'il y a de l'eau aussi. C'est rempli d'eau pour empêcher les gens d'aller se balader dedans. C'est dangereux, mais ça ne génère pas des ambiances extraordinaires. C'est très difficile à traiter. Les cavités creuses, après, il y a le calcaire, où il y a pas mal sur les sols calcaires, karstiques, qui ont beaucoup de galeries aussi. Hein. C'est le jeu des spéléologues. C'est le bonheur pour eux d'aller cheminer dans toutes ces galeries. Mais il y a aussi de belles grottes, hein, des cavités creuses, qu'on appelle les cavités creuses, avec de l'eau ou sans eau. Ça a ses inconvénients aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de sol idéal. Il faut essayer de détecter ça et après apporter le remède qu'il faut. Après, j'ai indiqué ici un puits. Je sais que pour ceux qui habitent en campagne ou à proximité ou même dans la couronne lyonnaise, les puits, il faut les garder en état de fonction. Il ne faut pas les boucher, ça génère des effets de faille. On pourra approfondir un peu plus si quelqu'un a un cas de cette nature. Mais il ne faut surtout pas les boucher, il faut leur permettre de respirer. Parce que l'air qui est contenu à l'intérieur doit être renouvelé, et l'eau qui est contenue, qui est au fond, doit être aussi en connexion avec l'énergie cosmique pour avoir un état d'équilibre. Voilà. Et si on bouche ces fameux puits, si on les ferme d'une façon hermétique, l'air qui est à l'intérieur va pourrir. Ça sent très mauvais. J'ai un exemple dans les monts du Lyonnais. Dans son jardin, ce couple avait un puits. Il y a eu des travaux au-dessus de chez eux. Et le maçon, comme ça avait un peu dérangé leur jardin, ils ont refait le puits. Mais ils l'ont trop bien fait, ils l'ont fermé, ils ont mis des bus, très bien, mettons.
Ils ont mis un gros chapeau en béton par-dessus. Eh bien, elle avait des problèmes ORL très importants. En plus, il consommait l'eau, depuis. Et je lui dis, ce qui serait dans l'idéal, ce serait de déboucher, de faire que le puits respire. Eh bien, ni une ni deux, un jour, elle a fait venir un maçon, le maçon qui a fait le puits, elle lui a fait faire des orifices tout autour des buses, et elle était présente sur place, elle m'a téléphoné tout de suite après, et elle m'a dit, j'ai senti l'air qui sortait de l'intérieur du puits, ça sentait très mauvais. Donc, un puits, il faut lui laisser l'air qui est à l'intérieur doit être renouvelé, et l'eau qui est au fond, elle doit être aussi équilibrée, qu'elle puisse aussi respirer. Dès qu'on enferme les choses, c'est pas bien. Tout doit respirer. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de pollution dans nos intérieurs plus qu'à l'extérieur, à cause de ça. Donc on a tendance, beaucoup de gens ne comprennent pas le principe de la ventilation avec des entrées d'air dans les fenêtres et les extractions dans les pièces humides, alors que c'est vital pour nos maisons, parce qu'elles doivent respirer, et si on veut rester en bonne santé, il faut que cette maison respire. Voilà. Ensuite, pour continuer, des choses encore plus subtiles que celles qui nous viennent du sol, on peut trouver, alors ça c'est lié à l'activité humaine, mais aussi des animaux, des mémoires, ce qu'on appelle les mémoires des murs. Donc les mémoires, ça va être des stress issus de stress, d'émotions très importantes. Ça peut être une situation, j'ai eu le cas dans une maison d'un viol, on peut détecter, on peut découvrir qu'il y a eu un viol dans une pièce. On peut retrouver, moi j'ai eu le cas dans une ferme où j'avais une mémoire des murs au rez-de-chaussée, à l'étage, dans les combles. En fait, ils tuaient le cochon dans la cour, il les coupait au rez-de-chaussée, ils faisaient cuire au premier et stocker dans les combles. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu une superposition de mémoire des murs, c'était exceptionnel. Voilà, mais c'est lié donc à l'activité humaine, donc c'est lié à des stress, à des émotions très importantes. On va plus se trouver dans des lieux un peu anciens, qu'on a vécu, dans des maisons neuves, et encore que. Voilà, mais les animaux qui ont souffert, qui ont été tués, peuvent aussi, par leur état de stress, dégager ce qu'on appelle donc une mémoire des murs, qui va être un dégagement d'ondes négatives qui vient de notre cerveau, et qui vont s'accrocher, on appelle ça la mémoire des murs parce que ça va s'accrocher au mur, mais ça peut s'accrocher aussi sur les vêtements, sur les meubles, sur les bijoux, sur tous les objets qui nous entourent. Il faut acheter un très bel objet, un très beau meuble, très ancien, avec une belle facture, très cher, mais qui soit très pollué. Faire attention aussi aux miroirs. Les miroirs se chargent énormément de choses négatives. On ne va pas mettre de miroir en face d'un lit. C'est pas qu'une vieille tradition, c'est réel. Mais il ne faut pas que ça reflète le lit. Il ne faut pas que ça reflète le lit. Voilà. Moi, je sais qu'il y en a chez beaucoup de personnes, hein, mais ce n'est pas conseillé parce que ça absorbe tout ça. Donc souvent, on doit nettoyer les miroirs sur les miroirs. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de maison, on peut aussi trouver des ondes électromagnétiques, des pollutions dues à nos installations électriques, à nos installations, les box, nos téléphones sans fil, etc. Ça aussi, ça produit de la pollution. Donc ça, j'ai des appareils de mesure pour vérifier tout cela. Voilà, on va avancer un petit peu. Je vous donne un exemple ici d'un terrain qui était étudié. Donc mes clients, c'est des autoconstructeurs, c'est-à-dire qu'ils vont construire en ossature bois, là c'est fait, et en paille. Et ils vont faire tout l'aménagement eux-mêmes. Donc l'ossature bois, c'était fait par un professionnel, tout le terrassement a été fait par un professionnel, le dallage aussi. Et eux, ils vont faire tout ce qui est paille, la pose de la paille et tous les aménagements intérieurs. Électricité, plomberie, le cloisonnement, peinture, etc. Donc ils ont trouvé ce terrain. C'est en emploi. Voilà le plan masse avec la partie habitation. Ça, c'est donc le projet. Ça, c'est une partie atelier et atelier artiste pour le plan. Et là, c'est la partie habitation. Donc, ce terrain fait l'objet d'une étude géobiologique, donc sur la base d'un plan cadastral, parce que je n'ai pas de plan de géomètre. Et on y a trouvé, voilà, en bleu, donc les traits bleus sont les cours d'eau.
j'ai pu tracer, donc je l'ai fait à distance. C'est un travail qu'on fait directement sur plan, et après on va sur le terrain pour opérer, pour vérifier. Donc, il peut y avoir des petits décalages entre le plan et la réalité. Vous avez en vert ces fameuses mémoires, donc là c'est plutôt des animaux qui ont souffert ou qui sont morts sur place. Vous avez des traces d'un ancien cimetière. Alors quand on dit ancien cimetière, ça ne veut pas dire qu'il y a un corps, des corps, je vous rassure tout de suite, mais il y a la mémoire. En fait, toute chose dépose une information. Les mémoires, c'est quoi? C'est de l'information, hein. Mais c'est de l'information négative. Et quand il y a eu un ancien cimetière, eh bien, le terrain garde en mémoire ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire des corps en décomposition. Donc, cette mémoire reste, les corps disparaissent, mais la mémoire reste. Donc, l'objectif, c'est d'effacer ces informations-là pour que le terrain reprenne l'information naturelle, le terrain naturel. C'est négatif. Pardon? Elles sont négatives, ces informations. Ben oui, parce que les corps en décomposition, ça n'est pas de la vibration positive. Hein. Et comment on fait pour les nettoyer? Processus de la puissance de l'intention. Donc c'est un processus sous forme de prière, sous forme de protocole verbal ou enfin mental qu'on utilise pour chacun utilise la technique qu'il veut. L'information négative, ça crée ce qu'on appelle une torsion énergétique. Donc vous voyez, c'est une torsion. Ça crée cette torsion énergétique qui fait qu'on ne sera pas dans l'équilibre. Et tout ce que vous allez vouloir engager, ça demande des efforts supplémentaires pour pouvoir avancer. Et quand il y a ce genre d'informations, vous avancez mal. Vous avez des tas de contrariétés, il y a des tas de choses qui avancent, qui ne se font pas bien. Ça vous demande des efforts considérables pour arriver à avancer dans votre vie. Donc l'intérêt de faire de la géobiologie, c'est de remettre les choses en harmonie, en équilibre. Et je parle d'équilibre. Il y a des choses qu'on enlève, bien sûr, mais on va pas aller dans la toute petite bête, dans la finesse absolue, même si parfois on peut trouver un petit boîtier, on appelle un pilulier, où dedans il y a des vieilles pilules qui sont un vieux médicament et qui peuvent générer vraiment du désordre. On peut aller jusque-là. Même au pendule, on trouve ça. Donc, ces torsions énergétiques, c'est ce qui crée du mal-être, en fait, et qui vont générer des tas de problèmes pour les personnes. Ça va être plus ou moins facile, selon chacun. Si on constate qu'il y a trop d'éléments négatifs déjà dans l'environnement, on va les considérer. Voilà. Il faut déjà le faire, mais ça, c'est pas fréquent. C'est pas assez fréquent, c'est bien dommage. Quel est le coût d'une expertise express? 60 €. Oh, c'est bien. Voilà, hein. Et qu'est-ce qu'on appelle des entités? Alors les entités, pour moi, c'est pas un terme juste parce que ça veut tout dire et rien dire. Je reviens sur l'image d'avant. Ici, vous avez un petit fantôme là. Oui. Donc ce qu'on appelle les fantômes, j'appelle pas ça entité, j'appelle ça âme en peine. Donc dans les lieux, on peut trouver sur des terrains aussi, on peut trouver des âmes en peine, des personnes décédées, soit issues de champs de bataille, des champs de bataille, ou dans une maison, on peut en trouver une. C'est relativement fréquent, c'est pas à rejeter, hein, il suffit de les aider à partir. On peut tout traiter. Voilà. Après, le terme entité, c'est pas un terme juste parce que ça ne veut rien dire. Il faut définir un peu mieux. C'est des choses que moi je le ressens physiquement quand il y a des présences. Et parfois j'ai un plan sous la main et je le ressens. Je sais qu'il y en a. Et le taux vibratoire, quand il y a une seule âme en peine, est à 0. Il suffit d'une. Mais ça, c'est sur le plan spirituel. Ça génère beaucoup de désagréments. Parce que, alors une cheminée, je n'en ai pas montré là, mais une cheminée cosmotellurique, il faut imaginer que vous avez un grand tuyau, comme un grand tuyau de cheminée, comme un conduit qui part du sol et qui s'élève dans le ciel. Ça peut faire 30 cm, comme ça peut faire. La plus grande qu'on ait mesurée, c'est 15 mètres. Alors, on ne les a pas, celles de 15 mètres ne sont pas dans les maisons, je vous rassure. Elles sont plutôt autour de 30, 50, 80 cm, ou 1 mètre, ou 1 mètre 20, 2 mètres, 3 mètres. Ça peut aller jusque-là. Alors, ce qu'elle génère, le rôle d'une cheminée cosmotellurique, son rôle,
comme son nom l'indique, c'est cosmotellurique. Elle fait circuler l'énergie de la Terre vers le ciel et du ciel vers la Terre. Donc c'est un peu nos chakras, c'est les chakras de la Terre en fait. Et ce qui pose problème, c'est comme elles sont d'origine tellurique quand même, elles sont créées par la Terre, elles ont une vibration assez basse. Ça c'est une première chose. Ensuite, sa fonction fait que comme elle va prendre l'énergie de la Terre, elle va aussi prendre l'énergie des habitants, des plantes et des animaux. Et comme ça tourne, c'est un effet rotatif, c'est-à-dire quand ça monte, ça prend l'énergie tellurique, ça va tourner dans le sens positif et monter vers le ciel. Et quand ça prend de l'énergie cosmique, ça va tourner en sens négatif, en sens inverse des aiguilles d'une montre, et ça va descendre vers du cosmique vers le tellurique. Donc quand c'est au moment où ça prend l'énergie tellurique pour la monter vers le ciel, cette rotation d'énergie va générer des courants d'air. Et les gens ont souvent des problèmes en disant mais j'ai beau chauffer, le radiateur ne fonctionne pas, ça génère du froid, des courants d'air, donc c'est très désagréable. Et puis ça change aussi l'état de conscience. Pour donner un exemple, une cheminée, j'ai eu à traiter un institut esthétique dans une commune ardéchoise. Il y a eu des travaux dans la rue et les cheminées se sont réfugiées sur les bordures devant les boutiques. Et devant cette enseigne, eh bien, il y avait 3 cheminées cosmotelluriques. Et son chiffre d'affaires est à plongé. Voilà. Donc j'ai fait partir les cheminées, je les ai relocalisées dans un endroit plus convenable pour elles et pour les habitants du lieu, et son chiffre d'affaires est remonté. Et vous êtes comment ces cheminées? En fait, elles circulent, elles sont tout à fait naturelles et font leur cheminement. Elles n'ont pas n'ont pas d'intention négative, hein, elles régulent l'énergie de la Terre, sauf que parfois elles sont en état de fuite parce qu'elles n'aiment pas tout ce qui est masse métallique. Donc les engins de travaux, elles n'aiment pas, les camions. Il faut avoir une maison, pour donner un autre exemple aussi, j'ai eu le cas d'une maison, tout se passait bien, tout allait bien, et puis un jour les 2 personnes décident de faire une piscine. Et donc, ça veut dire camions, pelleteuses qui viennent faire le trou de la piscine. Et après, tout allait mal. En fait, il y avait 2 cheminées qui se trouvaient sur le passage du camion du tractopelle. En fuyant ces masses métalliques, sont rentrées à l'intérieur de la maison. Donc, en général, elles rentrent en façade. Majoritairement, elles sont là. Et quand elles se trouvent devant un radiateur, elles pompent la chaleur. Ça, je l'ai constaté sur le terrain. Je peux vous dire aussi une chose, puisque je parlais des mémoires tout à l'heure, dans mes différents dossiers, j'ai eu parfois des mémoires dues à des départs de feu. J'ai eu une maison qui a brûlé complètement, et quand j'ai fait l'étude du plan, j'ai trouvé une mémoire des murs. Moi, je ne savais pas d'où était parti le feu, mais c'était à l'emplacement de l'ancienne cheminée. Et ça a laissé une mémoire. Et puis, dans un autre cas, une autre maison où là, il y a eu un départ de feu, mais ça a été maîtrisé, il y avait une mémoire. Et ça aussi, ça avait quelque chose de générer ça. Je continue, puis je vais donner les solutions à la fin. Il faut patienter un petit peu. Bon, là, je vous montre ici, c'est sur ce fameux terrain en haut-droit. Vous avez ici l'emplacement du terrain, et ça, c'est la carte géologique. Donc, c'est issu de infoterre.fr, c'est le site du PRGM qui dresse toutes les cartes géologiques de France. Et les gros traits noirs qui sont là, ce sont des failles. Voilà, il y a différents types de sols. Vous avez du granit. Donc, cette maison, il faudra qu'elle soit bien, il faudra qu'il fasse très attention à la ventilation pour éviter qu'il y ait du radon qui stagne, enfin de l'air radioactif qui stagne quelque part dans la maison. Il faut être d'autant plus vigilant à ce moment-là. Ensuite, la carte, ça c'est la carte des antennes. Je vous parlais de carte radio, enfin de l'ANFR tout à l'heure. Donc c'est cette fameuse carte. Donc toujours pour le même terrain, vous avez le terrain qui est là. Et ici, il y a une antenne à 2,6 km, elle est loin. Donc il y a peu d'effets, même s'il y a beaucoup d'axes directionnels, puisque je vous montre après la vue d'après. Donc les axes directionnels, c'est important de vérifier si ça va en direction de votre lieu d'habitation. Parce que dans ce cas-là, après, il faut mesurer sur place les incidences.
Mais voilà, il y a peu de risque de pollution dans la maison, avec une distance de 2,6 km. Quelle est la limite de distance? Autour de 800 mètres. 800 mètres. Pour une antenne GSM. Antenne GSM et autres, hein, au radar. Mais notamment GSM. Je vous montre, ça c'est la zone de Lyon 6e. Voilà les antennes. Donc vous voyez tous les axes directionnels. Ça c'est l'exemple même de la carte. Et après, bah, suivant votre adresse, là où vous habitez, eh bien vous avez des axes. Vous pouvez vérifier s'il y a un axe qui est dans votre direction. Après, le côté, il y a le côté, je dirais, des reliefs. S'il y a des bâtiments qui viennent devant, donc vous pouvez les protéger. Mais on a plus de risques d'avoir des pollutions de cette nature à partir du 3e, 4e étage. Parce que les ombres sont en hauteur. Voilà un autre exemple de terrain qui a été analysé, qui est un peu plus... Vous voulez noter les choses? C'est bon? Donc là, un autre terrain qui a été analysé, enfin une autre bâtisse ancienne, et avec en bleu tous les cours d'eau, en rouge les failles, en vert ce sont les mémoires des murs. Alors c'était un ancien relais de poste, hein, donc les mémoires, on peut comprendre qu'il y en a. Et puis ici vous avez typiquement là, des cheminées cosmotelluriques, là il y en a. Et celles-ci, on les a implantées, donc ils ont choisi leur nouvel emplacement, on ne les balance pas comme ça. Et là on leur demande, puisqu'elles ont une conscience, et on peut communiquer avec, et on leur demande d'aller s'installer dans un autre endroit. Et ça se fait très très bien. Voilà, faut mettre un peu de formule, il faut être très respectueux, il faut être très humble face à ces phénomènes. Et en montrant de l'humilité, de la gratitude, de la bienveillance, c'est bien, on peut avoir la participation de la nature, ce sont des choses naturelles. Voilà, et il y avait quelques petits fantômes. Voilà, ensuite, comment on va remédier à tout ça? Donc, moi je pratique la géobiologie ancestrale, qui est de faire de l'acupuncture. Donc, pour traiter tous les phénomènes qui sont liés au sol, c'est-à-dire les phénomènes de cours d'eau, de failles, j'utilise une canne. Je ne plante pas de menhir. Imaginez un petit peu le menhir. Comme ça, je ne suis pas au limite. Dans le TGV, ce n'est pas très pratique à emmener, et dans le métro non plus. Donc, j'utilise une canne qui remplace un menhir, mais je fais de l'acupuncture comme on fait sur le corps humain. Je travaille sur les grilles énergétiques de la Terre. Voilà. Je suis acupunctrice, mais à l'échelle de la Terre. Et avant, ils plantaient des menhirs, alors c'était très localisé, un peu distendu, mais vous voyez, en Bretagne, il y a beaucoup de menhirs, et ça c'est pour traiter des multiples micro-fissures qu'il y a dans le sol armorique. Et il y en a aussi beaucoup en Auvergne, il y a des sols volcaniques, beaucoup de sols radioactifs, granitiques. C'est pareil, il y en a énormément. On le sait moins, parce que c'est moins connu, mais il y en a beaucoup. Et sachez que cette technique de l'acupuncture terrestre, c'est vieux, c'est très ancien. On ne sait pas dater l'époque où ça a été réellement fait. Et tout ça, ça existe partout, c'est une connaissance qui était la même partout sur la planète. Partout. Un menhir, c'est une pierre, la plupart du temps, en granit. Le propre du granit, c'est de contenir le quartz. Et le quartz, c'est un matériau qui permet de faire la connexion terre-ciel. Et de faire de l'acupuncture, c'est la technique aussi de l'effet de pointe. Ça, c'est purement physique aussi, c'est l'effet de pointe. Et sachez aussi, pour modifier la qualité de l'air de nos appartements, de maisons, les ioniseurs utilisent l'effet de pointe. C'est-à-dire que dedans, si vous en avez déjà vu, mais le système s'est fait avec des pointes qui viennent, en étant mis en charge, ça vient modifier les ions positifs et négatifs de l'air, et surtout les transformer les trop positifs en négatifs. Ça apporte un côté de fraîcheur, mais ça élimine beaucoup d'impuretés, et c'est par effet de pointe que ça fonctionne. Eh bien, faire de l'acupuncture sur le cœur humain, c'est la même chose. Par effet de pointe, on vient modifier localement l'énergie. Et à l'échelle de la Terre, sur les grilles énergétiques, localement,
paraménir ou bien modifier par effet de pointe ou bien modifier l'énergie. Et quand on fait avec une canne, on fait la même chose. Sauf qu'on ne laisse pas la canne. On est sur rien. Voilà. Quand vous allez chez le compteur, vous ne repartez pas avec les aiguilles sur le dos. En principe, on les rend. Voilà, donc ça c'est la première technique. De toute façon, il y a des techniques pour tout. Après, chaque géobiologue a sa technique. Moi, je fais partie de ceux qui font la technique de l'acupuncture. Ensuite, pour les phénomènes mentaux et spirituels, donc là, c'est un protocole mental. Donc, pour aider les âmes en peine, c'est un protocole de prière. Après, on fait la prière que l'on veut, ça appartient à chaque passeur ou passeuse. C'est très personnel. Après, il y a des choses, des codes à respecter pour respecter ces phénomènes et vraiment libérer le lieu. Et libérer ces âmes, c'est libérer les gens et le lieu. Ça libère tout le monde. Ensuite, pour tout ce qui est mémoire, on peut nettoyer. Vous pouvez, vous, par processus d'intention, nettoyer les bijoux en les passant sous l'eau et l'intention de nettoyer. Vous pouvez nettoyer un meuble aussi en le nettoyant, en passant un produit d'entretien pour dire de le nettoyer. Pour vous l'approprier, vous pouvez aussi, avec l'intention que vous mettez dedans, non seulement de le nettoyer, mais de le purifier. C'est la puissance de l'intention. Ça, c'est vieux comme le monde. Après, on emploie la technique que l'on veut, les prières que l'on veut. Après, ça s'est ouvert, c'est bon. Et ça marche. Et même, est-ce que tout le monde pourra le faire? Voilà. Et pour les phénomènes technologiques et environnementaux, donc la première chose, c'est l'éloignement. Pour les maisons, il faut que la maison soit bien mise à la terre. Ça, c'est impératif. Ça, c'est une des choses que je vérifie. Ça, c'est pour éviter de polluer de manière électrique, mais aussi de prendre un jus. C'est une question de sécurité et c'est une obligation, il y a une norme, et les électriciens doivent respecter une norme qui est de la mise à la terre doit être inférieure à 100 ohms. Ça se mesure en ohms. Ça, c'est une obligation normative. Donc, quand je rénove des bâtiments, je vérifie, ou quand on construit, on vérifie la mise à la terre. Et quand je fais des analyses de lieux, quand j'interviens sur place, j'ai un appareil pour tester s'il y a bien une bonne terre. Et parfois, il y a un électricien chez un électricien, il y a de fortes pollutions. C'est souvent ça, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà, tout ce qui est... Alors après, dans les constructions nouvelles, par exemple, si vous voulez construire en bois, il est impératif de mettre une installation blindée, c'est-à-dire ce sont des gaines blindées, qui permettent de capter toutes les ondes, toutes les fréquences, toutes les ondes induites par ces champs, par les gaines électriques. Hein. Tout ça, c'est préparé, c'est vendu tout prêt. Ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est électrique pour les électriciens, c'est tout prêt. Donc, il y a les trois fils maintenant obligatoires, la phase, le neutre et la mise à la terre. Mais il y a un fil supplémentaire dans ces câbles blindés, dans ces gaines blindées. Donc, la gaine est blindée, mais il y a en plus un semi-conducteur qui récupère tous les courants induits, et tout ça, c'est mis à la terre. Ce qui fait que l'installation est surtout pour le bois, parce que là, le problème du bois, donc c'est très bien, mais le bois étant fibreux, et contient toujours un minimum de 12% d'humidité, eh bien ce bois conduit l'électricité. Et j'ai testé pas mal de maisons construites en bois, mais qui n'étaient pas équipées de cette avec ces installations électriques blindées. Et du coup, l'appareil fait du coup de partout. Et là, c'est un peu dommage, parce que vous avez une belle maison avec un matériau plutôt écologique, hein, qui est bien, mais les constructeurs de maisons de bois ne le savent pas toujours ou ne sont pas au courant. Donc ça fait partie aussi de mes missions, c'est de sensibiliser les gens croisent, les constructeurs bois, pour leur dire voilà, il faut faire des installations blindées. En tout cas, préconiser aux clients de leur conseiller. Oui. Les installations électriques blindées, elles sont dans quelle matière en fait? En fait, ce sont des gaines qui sont protégées. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a une peinture anti-ondes. Et il y a en plus un semi-conducteur, un fil de plus, qui vient capter ces ondes, les ondes induites.
Voilà. Donc les gens qui sont très sensibles, qui deviennent électrosensibles, il leur faut une installation de peinture. Voilà. Mais surtout pour les maisons en bois, en ossature. Ça, c'est primordial. Sinon, moi, dans les premiers dossiers que j'ai pu avoir à traiter, j'avais trouvé, ça m'avait dit, la maison est émettrice. Donc, émettrice de courant électrique. Et en fait, quand j'ai eu l'explication par le client, il m'a dit que sa maison était en ossature bois, elle avait une trentaine d'années, et à l'époque, on n'avait pas le droit de mettre de carrelage. Donc, on ne savait pas la maison. Donc, j'ai vu la photo, j'ai vu que c'était une maison lambda, mais je ne savais pas. Mais par contre, quand je suis allée sur place et que j'ai mesuré à leur tête de lit, il y avait toute l'installation électrique qui passait dans la cloison derrière leur tête de lit. Et ça équipait sur toutes les cloisons. Ça équipait l'appareil équipé de partout. Donc là, ce sont des ondes en 50 Hz. Ça dépasse les 50 Hz, c'est de la basse fréquence. Mais à partir du moment où ça dépasse 50 Hz, ça génère des problèmes de santé. Donc ça, c'est important. Après, si vous voulez protéger, vous n'avez pas trop de moyens, mais vous voulez intervenir après coup, vous pouvez protéger les pièces de sommeil, mais à condition qu'il n'y ait rien qui reste allumé, c'est-à-dire pas de veilleuse, pas de radio-réveil, rien. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle un interrupteur automatique de champ, un IAC. Donc il faut que ce soit installé par l'électricien. Ça coûte à peu près 250 €. Voilà, c'est moins coûteux, mais ça peut être une solution. Ça se pose sur les tableaux électriques, mais ça doit être fait par un électricien. Après, il y a des barrières anti-ondes. Après, c'est au cas par cas. Donc, il y a des peintures anti-ondes. On doit bien localiser où ça passe. Après, il y a des rideaux. Vous pouvez faire façonner quand ça passe par des fenêtres. Pas par les murs, mais par les fenêtres. Vous pouvez faire installer à la façon. Il y a des personnes qui font à façon des rideaux. Que vous, le soir, vous fermez, vous protégez des ombres. Et la journée, vous les ouvrez pour pouvoir laisser passer les ondes cosmiques dans la maison et dans l'appartement, c'est important. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc il y a aussi des papiers peints anti-ondes et des différentes solutions. Hein. Pour les très sensibles, il y a aussi le moustiquaire anti-ondes. Ça a le double avantage. Un scaphandre. Il y a des vêtements anti-ondes, des bonnets, des t-shirts, etc. Les fameux bonnets. Voilà. Mais bon, après, quand on en arrive là, après voilà, c'est au cas par cas, on ne veut pas de la peinture anti-ondes partout, déjà parce que ça coûte très cher, et puis sinon après on fait une cage de Faraday. On ne vit pas dans une cage de Faraday. Même une souris ne tient pas, ne vit pas longtemps dans une cage de Faraday. Donc, Les couvertures anti-ondes, elles ont du il faut que ça soit relié à la tête. oui, tout doit toujours être relié à la terre. La peinture anti-ondes, comme les rideaux anti-ondes, ça doit toujours être relié à la terre. Sinon, c'est particulièrement. Toujours. Sinon, on n'évacue pas. Voilà, ensuite, pour finir avec les matériaux, parce que là, c'est important. Donc le bois, c'est très intéressant. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que ça dégage de CO2, il faut savoir. Les constructions en bois, il ne faut pas mettre du bois partout, il faut aussi le doser. Il faut avoir du bois partout. Après, on peut construire. Oui, mais ça peut dégager. Quand ils sont tout neufs, au début, il y a beaucoup de CO2 quand même. Bon, avec tous nos mobiliers, tout ça, il y en a de moins en moins, puisque les fabricants, maintenant, ils ont des obligations. Tous les matériaux, les peintures, les papiers, le mobilier, tout ça, il y a des obligations maintenant dans les matériaux pour qu'ils dégagent le moins de CO2 possible. Ensuite, les matériaux de construction, donc bien sûr, si on construit en briques, en béton cellulaire, qui est un très bon matériau. J'ai fait une maison passive avec. C'est un très très bon matériau. Perspirant comme le pisé en fait, mais en étant bien meilleur en confort d'été, en confort d'hiver. Le pisé c'est formidable pour l'été, un petit peu moins bien pour l'hiver, mais voilà, le matériau contemporain au pisé, ça peut être celui-là. La terre crue, bon, c'est plus confidentiel, on n'est pas encore assuré pour le faire.
Après, il y a l'ossature bois et paille, très bon isolant. C'est la maison des 3 petits cochons. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui font de l'autoconstruction comme ça. Et puis dans les isolants les plus naturels possibles, enfin en matériaux biosourcés, donc vous avez la laine de bois, le chanvre, la paille, paille de riz, le liège, enfin voilà, tous ces matériaux, il y a des magasins spécialisés, comme Symbiose, qui est à mes yeux, qui vendent des matériaux biosourcés, des équipements, vous avez des gaines blindées aussi. Voilà, donc tout ça, on peut le trouver. C'est un peu plus cher que les matériaux de base, bien sûr, mais parfois ça mérite de dépenser un petit peu plus. Ça s'est bien démocratisé, on va dire. Voilà, puis tout au début, je vous parlais de la réglementation thermique. L'intérêt quand même maintenant, c'est que quand même les matériaux, on doit faire un choix de matériaux, dans chacun des fiches. Tous les matériaux sont répertoriés. Tous les fabricants doivent fournir ce qu'on appelle des fiches de FEDES, où leur qualité propre, leur bilan carbone est indiqué. Et on doit faire des choix de matériaux. Et tout ça, ça rentre dans la base de calcul de la réglementation. Ce sont les thermiciens qui font ça. Il y a des logiciels spécifiques qui ont été validés par le CSTB. Donc on n'a pas un grand choix. Et sont pris en compte donc, la qualité des matériaux. Donc ça, c'est déjà un pas en avant. Après, ça nécessite de faire des maisons très étanches à l'air. Et pour cela, on doit faire une ventilation double flux, qui nécessite un peu d'équipement. Il faut faire une bonne qualité, sinon c'est la santé de la maison et votre santé qui est en jeu. Voilà. Je terminerai là-dessus et je vous remercie.